beaucoup de cette invitation et puis de la place que vous donnez au ministère du Travail en lui laissant la lourde charge d'ouvrir cette séance. Alors on aurait pu choisir de faire, ça aurait été bien pour le ministère du Travail, une ouverture à caractère un peu juridique sur l'obligation de protéger la santé physique et mentale de chaque salarié qui devient, sous la force des décisions des juges, de plus en plus prégnante. Et on retiendra simplement ce volet collectif de l'organisation du travail qui est souligné et qui est mis en avant par les juges et qui vient l'être récemment dans la confirmation par la Cour d'appel de Versailles du TAS des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2009, qui déclare qu'un observatoire du stress ne répond pas à l'obligation légale de prioriser sur la prévention collective et sur les mesures collectives. Voilà. Je crois que le juge va rattraper les faits et par son application rigoureuse de la loi va impulser peut-être que ne pourrait le faire le ministère du Travail à lui seul, ce que depuis 1989 est dans les textes. Je ne prolongerai pas sur une ouverture juridique. Alors on pourrait faire une ouverture plus de circonstances sur notamment un titre « Enjeu de l'audit sur la gestion humaine des centrales françaises », Les Échos, mai 2011, qui cite le dernier rapport annuel de l'IRSN en disant 85% des événements significatifs dans les centrales nucléaires ont pour origine une défaillance d'origine organisationnelle et humaine. Vous le soulignez, Monsieur Deleuze. Non, je n'irai pas sur ce contexte-là. J'en viendrai tout simplement sur ce qui m'est plus familier, étant issu de la famille de l'inspection du travail, sur un fait qui m'a marqué. En 2003, on a démarré les recherches de possibles coopérations entre les ingénieurs des DRIR et l'inspection du travail dans les établissements Céveso-Seuillot, 43 en Aquitaine où j'étais, avec l'idée de faire des visites communes. Et là, qu'est-ce que j'ai constaté? Puisque moi, j'observais ce que faisait l'ingénieur de la DRIR et vice-versa, il observait ce que faisait un inspecteur du travail. Eh bien, j'ai constaté que l'ingénieur s'arrêtait là où il y avait des installations de sûreté, des organes de contrôle, de mesurage, et il passait là où il y avait des travailleurs qui travaillaient sur les installations. L'inspecteur du travail fait l'inverse, exactement. Il s'arrête là où il y a du travail, là où les équipements de travail sont en fonctionnement, et puis il passe dans les locaux où il y a de l'appareillage, mais où il n'y a pas d'activité de travail. Et les deux se rejoignent sur certains registres, la gestion du risque incendie, le suivi des contrôles techniques. Mais on voit bien qu'il y a deux cultures qui s'ancrent sur des savoirs, sur des vécus, sur des pratiques différentes. Savoir scientifique, sa mise en œuvre technique dans les systèmes et les organisations. Et puis, pour l'inspection du travail, l'adaptation des savoirs juridiques à partir de l'observation des lieux, des gestes, des paroles recueillies, souvent dans les permanences, dans les CHSCT, ou à partir même des registres de délégués du personnel dans les petites entreprises. Eh bien, dans l'entreprise, on va retrouver ce clivage des savoirs et des apprentissages. Des démarches qualité, sécurité, environnement. On travaille à partir du danger, du risque. On évalue, on quantifie, on rédige, on sécurise les procédures. Et puis, à côté de ça, et vraiment à côté de ça, du savoir-faire en matière de dialogue social, on consulte, on documente, on essaye de désamorcer les conflits, on nourrit la communication, on essaye de prévenir les risques juridiques. Et je me faisais cette observation surprenante à l'occasion d'un appel téléphonique d'un consultant alors que j'étais dans cette cellule risques psychosociaux qui me disait « Je viens de rendre mon diagnostic et puis le DRH me dit « Bon, écoutez, oui, c'est intéressant, mais pour la suite, allez voir avec le responsable sécurité, qualité, environnement. » Parce que le document unique, c'est lui. Alors, non seulement il avait sous-traité en externe le diagnostic, mais là, il allait sous-traiter en interne la suite du diagnostic. Et elle me disait, mais que dit la loi? Je l'ai renvoyé à ses interlocuteurs, ses commanditaires, en disant, attendez, là, il y a
une incompréhension interne par rapport à la commande elle-même. Hein. Et il faut restaurer ce débat au sein de l'entreprise. Alors la question, elle est la suivante. Si on ne rapproche pas ces compétences, comment alerter sur le fait que l'on va accroître le risque industriel, que les procédures d'organisation de la sûreté, si elles organisent avant tout le volet technique, vont prendre l'eau sur la dimension humaine de l'organisation. Et la question dès lors, c'est bien, c'est quoi la dimension humaine de l'organisation? Eh bien, de mon point de vue, c'est de permettre à ceux qui font le travail de se mêler de la façon dont ils vont pouvoir concilier de leur point de vue les objectifs de l'entreprise, produire en sécurité, et leurs objectifs, c'est-à-dire y trouver du sens, une juste place, un intérêt, une importance. Et donc débattre de ça et permettre et organiser le débat sur ces points, c'est autant parler de la conception des locaux, des postes de contrôle centraux dans une raffinerie au cœur des installations qui empêchent toute évacuation rapide et efficace des lieux d'incendie, c'est une circonstance de stress supplémentaire. La peur de venir travailler, et c'est un cas réel. Ne pas savoir ce qui se passe derrière les écrans pour des postes de contrôleurs, c'est désincarner le sens du travail et le couvrir de procédures, de processus, sans être en lien avec ce qui se passe derrière réellement. C'est donner du sens aux procédures, c'est les faire vivre, évoluer, les confronter au sens qu'elles ont dans leur mise en œuvre réelle. C'est débattre avec la même importance des dysfonctionnements que des accidents, sous l'angle de la place des personnes. Et puis c'est aussi mesurer en termes humains, autant pour le donneur d'ordre que pour le sous-traitant, le choix de sous-traiter le volet d'une activité. Et je souhaiterais que tout à l'heure on puisse revenir sur ces deux volets, les coopérations des acteurs et puis celui particulier qui me paraît tout à fait important de la sous-traitance en termes de recherche purement économique sans mesurer l'impact de cette décision organisationnelle sur le facteur humain. Voilà, je pense, des thèmes qui pourront être approfondis et certainement, évidemment, enrichis avec le regard des spécialistes qui vont me succéder. Merci.